Bonsoir à toutes et à tous et merci de regarder HTV chez vous à travers les multiples canaux de diffusion que sont notamment le streaming à l'adresse www.humanitariantv.com, le bouquet Créoline au canal 12, mais également le réseau de câbleaux distribution, principalement dans les régions du centre et du littoral. Pour nous, c'est un réel plaisir de vous savoir nombreux fidèles au programme de votre télévision. Bienvenue dans Face au Président. Face au président, c'est votre magazine hebdomadaire de plateau de type semi-fiction. Il est ouvert aux hommes politiques, aux membres de la société civile, aux hommes de médias, bref, à tous les Camerounais qui pensent avoir des doléances à porter à l'endroit du chef de l'État en fonction de leur domaine de compétences. La problématique de ce programme, vous la connaissez déjà. Si vous était donné l'opportunité d'avoir le chef de l'État en face de vous et d'échanger avec lui, que lui diriez-vous et que lui demanderiez-vous en posture d'invité ce samedi soir? Nous recevons un journaliste spécialisé dans les questions d'intégration et il est également directeur de publication du journal Intégration. Lui, c'est Thierry Ndong, vous l'avez sans doute remarqué. Monsieur le directeur de publication, bonsoir et bienvenue à ce programme. Bonsoir Monsieur Kinfak, bonsoir à tous les téléspectateurs de votre média, merci pour l'invitation. Alors il faut dire d'emblée que quand vous avez entendu parler de ce concept face au président, vous étiez un peu perdu. Oui, assez perdu de savoir que moi je vais parler au chef de l'État, alors qu'il n'est pas devant moi. Heureusement, vous m'avez rassuré sur le concept et je constate que effectivement c'est faisable sans avoir véritablement en face le chef de l'État du pays. Puisque les caméras qui sont dans ce studio, en quelque sorte, le représentent en bonne et due forme. Oui, oui, c'est comme si on l'avait finalement en face à travers les caméras et nous souhaitons qu'il nous écoute et qu'il prenne en compte tout ce que nous dirons dans cette émission. Alors d'emblée, monsieur le directeur de publication, cette question, qu'est-ce qui vous aura inspiré au début du lancement de votre journal, l'intégration, dans le choix de cette thématique-là? Alors, j'ai fait une étude de marché. J'ai regardé l'offre de la presse locale. C'était dans les années 2008, lorsque je décide Ça fait 12 ans. Oui, 12 ans de lancer ce journal. Donc, je fais d'abord une étude de marché pour voir et analyser l'offre locale en matière de presse écrite. Et lorsque j'ai fini mon étude de marché, j'ai découvert qu'il y avait des niches de thématiques qui étaient totalement ignorées par la presse locale. Et parmi ces niches, il y avait la problématique de l'intégration nationale et de l'intégration régionale, et j'allais même dire l'intégration continentale. Tout à fait. Donc, j'ai opté de satisfaire cette attente ou ce besoin non satisfait par la presse. Et c'est comme ça que je décide donc d'avoir un supplément. C'était d'abord au départ un supplément, intégration, dans un journal global que j'appelais La Semaine. J'entendais faire un hebdomadaire avec 3 à 4 suppléments. Et des suppléments appelés à répondre à la demande en information du lectorat sur certaines problématiques. Et il y a donc il y avait le supplément intégration pour répondre à la demande d'information dans ces problématiques-là. On avait un supplément économie, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas un quotidien de l'économie, il n'y avait pas Éco Matin, il n'y avait rien, c'était vierge d'informations économiques utiles. On avait un supplément sport. Et si mes souvenirs ne me lâchent pas, il y avait un 4e supplément, je crois, société. Alors les avancées jusqu'ici, alors vous êtes on n'a pas pu faire jusqu'ici? On n'a pas pu faire ce journal-là parce que c'était parti pour un journal d'une 30aine de pages chaque semaine, du costaud, du solide. On n'a pas pu faire ce journal parce que les actionnaires se sont débinés à la dernière minute. J'ai néanmoins décidé
de faire le supplément Afrique centrale intégration. Et j'ai commencé ce supplément en l'encartant dans un autre journal de la place qui s'appelle Repère. Donc toutes les 2 semaines, je faisais ce supplément intégration dans Repère. L'expérience a duré 1 année et demie. Et en janvier 2010, Intégration s'est émancipée de l'hebdomadaire Repère pour devenir un bimensuel autonome. Alors, est-ce que l'intégration est déjà intégrée dans le paysage médiatique? Oui, j'en viens. Donc, en 2010, janvier 2010, il fait ses premiers pas de journal autonome et il est bimensuel. En 2012, il est toujours bimensuel, mais il augmente sa pagination, il passe de 12 à 16. En 2013, il lance les opérations, les manœuvres pour devenir hebdomadaire. Et en janvier 2014, il devient hebdomadaire jusqu'à ce jour. Alors, si on regarde le chemin parcouru, vous verrez très bien que nous avons opté pour la stratégie du step by step. Tout à fait. On est parti d'un supplément Aucune étape n'a été brûlée. Oui, on est parti d'un supplément encarté parce qu'on n'avait pas encore suffisamment de force pour imprimer nous-mêmes, mais il fallait roder les équipes. Après 1 an et demi, on est devenu un bimensuel autonome. On a travaillé. 2 années après, on a augmenté la pagination. 1 année plus tard, nous sommes passés hebdomadaires et aujourd'hui, nous faisons simplement ce qu'on appelle du lifting. Donc, on réorganise en fonction de la demande et des attentes des lecteurs. On réorganise les contenus, mais on est hebdomadaire. Ça fait 6 ou 7 années déjà. Forcément satisfait du travail accompli jusqu'ici. Alors, si on passe directement à la problématique qui nous concerne ce jour, c'est-à-dire la sous-région Afrique centrale, quel est le bilan que vous faites en tant que directeur de publication d'intégration 26 années après? On se souvient, le mouvement avait été institué, ou bien la commission avait institué, c'était le 16 mars 1994, c'était en Djamena, au Tchad. Le bilan que vous dressez en termes d'intégration dans la sous-région, est-ce qu'il est satisfaisant selon vous? Le bilan de l'intégration dans la sous-région, oui. Il n'est pas satisfaisant. Il y a 2 semaines, l'Union africaine a publié un indice qui mesure le niveau d'intégration dans les 8 régions qui constituent l'Union africaine. Les régions, parce que l'Union africaine a découpé le continent en régions. Et ces régions sont chargées chacune de promouvoir l'intégration régionale. Donc, un indice a été mis en place et il sort tous les 2 ans. Le récent indice sur l'intégration est sorti il y a 2 semaines et il montre très bien que l'Afrique centrale est une zone qui fait la course à la fin de qui peine véritablement à la fin de la file. Donc nous sommes parmi les mauvais élèves de la classe intégration au niveau Union africaine. Alors à quoi cela est dû selon vous? Les raisons sont multiples. Il y a des raisons liées à l'histoire. N'oubliez pas que l'Afrique centrale est une zone qui a connu la colonisation. On me dira les autres ont connu également, mais le processus de décolonisation dans la sous-région n'a pas été à l'image des autres processus ailleurs. L'histoire nous montre très bien que en Afrique centrale, il y a d'abord l'héritage de l'Afrique équatoriale française qui est marquée par ce qu'on appelle la CEMAC, la Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Après, il y a le grand ensemble CAC, Communauté économique des États de l'Afrique centrale, qui englobe, en plus de l'ancienne Afrique équatoriale française, elle englobe donc les pays comme le Rwanda, les pays comme la RDC, comme l'Angola,
et ça donne un ensemble de 11 pays, alors que la CEMAC, c'est 6. Donc, ça fait déjà que des réalités vraiment différentes font que, historiquement, les gens n'avaient pas l'habitude de se voir, de bouger, de commercer entre eux. Ça, c'est l'une des raisons. L'autre raison principale que cette étude montre, pour expliquer pourquoi on est dernier de la classe, c'est que... Peut-être pas dernier de la classe. Si, la classe intégration, oui. On est dernier. En fait, c'est la région la moins intégrée du continent, l'Afrique centrale, comparée aux autres régions telles que l'Union africaine a découpé le continent. Alors, donc, la deuxième raison fondamentale, c'est le problème des infrastructures. Vous savez, pour l'intégration, c'est quoi? C'est le mouvement, c'est les échanges. Et pour qu'il y ait le mouvement, les échanges, il faut des infrastructures, notamment en termes d'infrastructures aéroportuaires, en termes d'infrastructures routières, en termes d'infrastructures digitales aujourd'hui. Donc l'interconnexion digitale entre les pays, c'est tout ça. Et on constate que là aussi, il y a beaucoup de chemin à faire. Très peu de capital dans la sous-région Afrique centrale sont reliés entre elles par des routes bitumées. Ça pose un problème. Alors que certaines régions d'Afrique et du continent ont dépassé ce type de problème. Très peu de capital dans la sous-région Afrique centrale sont interconnectés sur le plan digital. C'est un problème. Très peu de capital sont interconnectés par les réseaux électriques. Ça pose des problèmes. Il y a même d'ailleurs certains États qui décident de mettre des murs pour... Voilà. Donc, ça, c'était la réalité infrastructurelle. Maintenant, comme vous dites, il y a les réalités de vie quotidienne, c'est-à-dire que certains estiment qu'ils sont menacés d'envahissement par d'autres et ça crée des barrières non visibles à travers des fermetures de frontières, à travers des refus d'accueillir les citoyens de la sous-région dans des pays. Ça ça limite aussi l'intégration. Après, vous avez les réalités culturelles qui sont telles que, bon, on ne nous a même pas trop encouragés et on ne nous encourage pas à commercer entre nous, à mieux nous connaître entre nous, parce que vous savez, nous avons hérité, ça revient à ce que je vous disais de la colonisation, qui a structuré nos économies de telle sorte qu'elles soient en fait des économies extraverties, organisées de telle sorte que nos richesses, nos matières premières sont exportées et sans une première exploitation locale, donc pas de valeur ajoutée qui reste au pays, et en retour nous importons les produits manufacturés que nos matières premières sont allées produire chez les Occidentaux. Matières premières achetées à des villes prix, mais produits manufacturés achetés au fort prix. Ça fait que nous avons hérité de cette structure économique et nous l'avons gardée jusqu'à nos jours, limitant aussi les opportunités d'échange entre les pays de la sous-région. Les hommes politiques dans la sous-région avaient quand même émis récemment le vœu d'une libre circulation en Afrique centrale. Où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce qui bloque véritablement cette politique-là à l'heure actuelle? Alors, il y a ce qu'on appelle la libre circulation des biens et des personnes en Afrique centrale. Cela veut dire que lorsque vous êtes un citoyen de la sous-région, l'espace CEMAC, parce qu'il faut d'abord garder, on parle de libre circulation des biens et des personnes dans l'espace CEMAC. Lorsque vous êtes membre de cette communauté-là, vous pouvez voyager dans les 6 pays sans besoin de visa. Vos marchandises peuvent partir de votre pays pour les autres pays sans ce qu'on appelle les barrières douanières. C'est ça le principe de la libre circulation des biens et des personnes. Sauf que ce principe-là, qui est déjà validé par les textes de ce qu'on appelait à l'époque l'UDA en 1972, le principe de la libre circulation des biens et des personnes avait été acté. Mais il n'a jamais été mis en œuvre de façon totale. Il a été remis au goût du jour pour la dernière fois en 2018
2014 et je crois encore très récemment en 2016 ou 17, si mes souvenirs ne me lâchent pas. Pourquoi ça ne marche pas? Bref, pour commencer, ça ne marche pas. Malgré les bonnes volontés, malgré les beaux discours, malgré les actes additionnels au texte de la CEMAC, on voit bien que les États ont du mal à mettre en œuvre. Bon. Mais pour faire simple, il y a des pays qui acceptent désormais, qui acceptent la libre circulation entre eux. 4 pays, ça c'est sans équivoque, le Cameroun, le Tchad, la RCA et la Guinée équatoriale et le Congo acceptent de faire la libre circulation. Ils ont formé un bloc. C'est-à-dire ces 4 pays, leurs citoyens n'ont pas besoin de visa pour aller venir dans ces 4 pays. Mais il faut aussi reconnaître que depuis un an, 2 ans, on va dire avec 24 mois, la Guinée équatoriale et le Gabon qui freinaient encore des 4 fers ont mis de l'eau dans leur moulin et acceptent désormais des citoyens qui voyagent. Les autres 4 pays, ils acceptent les citoyens de ces 4 pays sans visa. Vous n'avez pas besoin de visa quand vous êtes Camerounais pour aller aujourd'hui à Libreville. Vous n'avez pas besoin de visa aujourd'hui quand vous êtes Camerounais pour aller à Malabo. Et nous appliquons aussi le même principe. Hein. On accepte les citoyens sans visa désormais, mais il faut préciser qu'il y a quand même des restrictions. Cela est vrai pour la frontière, pour les frontières aériennes, donc quand vous arrivez par avion, mais lorsque vous passez par les frontières terrestres, il faut monter patte blanche, il faut payer le cachet du visa. Il faut payer le visa. Alors, on parlait tout à l'heure de la difficulté de la sous-région à décoller véritablement en termes d'intégration. Vous avez évoqué quelques raisons, vous êtes référé à un rapport, vous avez d'ailleurs bien expliqué tout à l'heure. Est-ce que vous voyez, vous, une part de certains de nos responsables politiques dans cette difficulté à décoller véritablement? Les responsabilités sont partagées. Nos dirigeants politiques ont leur part de responsabilité. Les acteurs de la société civile ont leur part. Nous, les peuples, avons notre part. Les hommes de médias également. Et tout le monde, la société civile, je mets les médias dedans. Et puis je dis, le citoyen lambda a sa responsabilité. Je commence par le citoyen lambda. Libre circulation ne peut pas dire établissement dans un pays qui n'est pas le vôtre. Lorsqu'on parle du principe de libre circulation, les textes disent que vous avez 3 mois pour partir et revenir. Vous n'allez pas rester chez les gens. Et vous voyagez parce que vous avez une raison. Peut-être vous faites le business, peut-être vous allez en séminaire, peut-être vous allez donner un cours. Et vous partez pour 3 mois maximum, vous revenez. Mais qu'est-ce qu'on constate? C'est que la plupart des citoyens de la sous-région prennent des visas de 3 mois ou disent qu'ils vont pour 3 mois et ils vont s'établir ad vitam aeternam. Ce qui n'est pas normal. Et ça fausse les données. Ça retracte les pays d'accueil qui, eux, pour le moment, on a bien observé que la plupart de ces pays d'accueil qui se retractent sont ceux qui ont le pétrole, donc qui ont beaucoup de ressources. Ça les retracte et ça pose un problème. Donc, il faut que tout le monde joue franc jeu lorsqu'on parle de libre circulation. Partir et revenir, ne pas s'établir. Ça permettrait à ceux qui construisent des murs de se déverrouiller psychologiquement. Alors là, c'est la part de la population lambda, du citoyen lambda. Et c'est une grande part. Parce que si cette part est réglée, le reste va suivre. Le citoyen lambda qui va dans un pays d'accueil doit s'en tenir aux lois et règlements de ce pays d'accueil. Il ne doit pas aller fauter, il ne doit pas être un fauteur de troubles. Il ne doit pas être un problème pour ce pays-là. Alors la part des politiques? La part des politiques, elle est au niveau justement de l'héritage politique, l'héritage de la colonisation dont on refuse de
de se séparer. Séparés. Parce que vous voyez très bien, la CEMAC aujourd'hui, c'est comme une espèce de camisole de force que la France a mise en place pour continuer à contrôler ces anciennes colonies de l'Afrique équatoriale française. Moi, je suis de ceux qui pensent que les politiques doivent déconstruire la CEMAC pour qu'on ait un seul regroupement régional. Peut-être tout à l'heure, vous allez revenir en synthèse quand il s'agira de... J'en reviendrai, mais je préfère déjà le dire, la part des politiques, c'est de déconstruire la CEMAC pour une organisation unique, forte, structurée et qui fonctionne pour l'intégration. Alors Thierry, donc vous croyez à une monnaie pour la sous-région, peut-être dans les jours, mois ou années à venir, dans la sous-région Afrique centrale? Vous croyez en cela? Je crois en cela. Et je ne le vois processus, où est-ce qu'on en est? On est encore loin derrière. Alors, ça revient à ce qu'on parlait de la responsabilité politique. Nous avons un héritage colonial qui est le franc CFA. Et donc nos politiques, nos hommes politiques, nos présidents refusent de prendre un certain nombre de mesures énergiques pour dire stop. C'est là que je dis, il faut que, par exemple, on déconstruise la CEMAC, qu'on devienne un seul bloc. Alors, vous avez fait le choix de parler dans ce programme au président de la République la question de l'intégration. Nous sommes presque à la fin de ce programme. Qu'est-ce qu'il faut pour que l'intégration sous-régionale soit véritablement implémentée? Vous allez regarder les caméras qui sont juste à ma gauche et puis vous allez parler. L'Union africaine propose qu'il y ait une seule organisation régionale d'intégration. Et pour le moment, l'Union africaine ne reconnaît que la CAC, Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Pour avoir une CAC forte, pour avoir une organisation d'intégration régionale forte qui va donner un coup de pied dans la fourmilière, il a été proposé ce qu'on appelle de fusionner toutes les organisations sous-régionales qui travaillent pour l'intégration. Le président Paul Biya a été désigné par ses pairs pour conduire ce processus qui nous permettra d'arriver à une seule organisation régionale. Ce processus est conduit dans le cadre de ce qu'on appelle un comité de pilotage de rationalisation des CER, Communauté économique régionale. Sauf que ça dure. Monsieur le Président Paul Biya, vous avez une responsabilité devant l'histoire pour ce qui concerne l'intégration dans la sous-région Afrique centrale. Nous vous prions de prendre vos responsabilités. Le secrétariat du comité de pilotage est pratiquement en berne. Il se tourne les pouces. Il y a un sommet des chefs d'État qui est longtemps attendu, qui est attendu depuis au moins 2 ans, pour valider les travaux que le secrétariat du COPIL a fait avec des experts. Sans cette validation, nous ne pourrons pas avancer. Pourtant, l'Union africaine nous donne jusqu'en 2023 pour avoir une communauté économique régionale unique, forte, structurée et capable de conduire le processus d'intégration. Monsieur le Président de la République, prenez vos responsabilités. Ce n'est pas un ordre, c'est un appel de cœur d'un citoyen de la sous-région qui veut voir les choses bouger, qui veut voir l'Afrique centrale émerger, l'Afrique centrale qui est le cœur de l'Afrique, l'Afrique centrale qui est le cœur battant de l'intégration continentale. Ce sont là les paroles d'un journaliste spécialisé qui maîtrise parfaitement les questions d'intégration. Monsieur Thierry Ndong, merci d'avoir accepté cette invitation. Je vous remercie pour cette émission et je salue une fois de plus vos millions de téléspectateurs. Merci beaucoup, monsieur le directeur de publication. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette autre livraison de votre magazine hebdomadaire de plateau de type sémifiction face au président. Nous recevons sur ce plateau monsieur Thierry Ndong, directeur de publication du journal Intégration. Avec lui, on a évoqué quelques pistes pour une meilleure marche de la question d'intégration en sous-région Afrique centrale. Mesdames et messieurs, merci d'avoir regardé le programme. Retrouvons-nous incessamment pour une nouvelle sortie de votre magazine hebdomadaire de plateau. À très bientôt.